À la une de l'actualité internationale, la crise politique au Sri Lanka, les manifestants ont pris d'assaut les bureaux du Premier ministre qui a demandé le soutien des militaires. Le président, lui, a fui le pays et l'état d'urgence a été décrété. Nous ferons le point en début de journal. La guerre en Ukraine et la menace d'une crise alimentaire mondiale, les céréales bloquées dans le pays vont-elles pouvoir en sortir? En Turquie, il y a eu une réunion et des progrès. Les négociations continueront la semaine prochaine. Et puis Joe Biden est en Israël chez son grand allié. C'est le début de la tournée du président américain au Proche-Orient. Le dossier palestinien, vous le verrez, est une nouvelle fois loin d'être prioritaire. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Un président qui a donc fui aux Maldives, les bureaux du Premier ministre pris d'assaut par les manifestants et l'état d'urgence décrété. Donc le Sri Lanka, vous l'avez compris, s'enfonce bel et bien dans la crise. Sur place, les manifestants ont défié la police qui a tiré du gaz lacrymogène. Ils ont aussi investi les locaux de la télévision nationale ces dernières heures. Au moins une personne est morte asphyxiée. Le Premier ministre a demandé, je vous le disais, à l'armée d'intervenir. Les images vous sont commentées par Cécile Galuccio. Alors que certains manifestants quittent les bureaux du Premier ministre après les avoir pris d'assaut, d'autres prennent goût aux bâtiments luxueux. Et c'est confortablement installé qu'ils écoutent l'allocution du chef du gouvernement, devenu depuis quelques heures le président par intérim. En raison de la situation actuelle, les forces de sécurité m'ont conseillé de déclarer l'état d'urgence et d'imposer un couvre-feu. Je mets donc en place à la fois l'état d'urgence et le couvre-feu. Nous devons vaincre cette menace fasciste. C'est justement sa nomination en tant que président qui a une nouvelle fois mis le feu aux poudres. D'après la Constitution, c'est bien au Premier ministre d'assurer l'intérim en cas de démission du chef de l'État. Problème, personne n'a démissionné. Le président Rajapakse, qui est en fuite aux Maldives, avait pourtant promis de le faire ce mercredi. Mais après minuit, rien n'était officialisé. Alors mercredi, face au gaz lacrymogène et au canon à eau, les manifestants ont escaladé les façades et forcé le passage. Nous ne voulons pas de violence et nous ne voulons pas discuter de ce Premier ministre qui a essayé d'être président. S'il vous plaît, démissionnez. Je veux vraiment que le président et le Premier ministre démissionnent. Un nouveau régime doit entrer en place. Il y a encore de l'espoir. Durant plusieurs heures, ils ont pu déambuler dans les couloirs, chanter à tue-tête et avoir les bureaux du Premier ministre, rien que pour eux. J'aime mon pays, alors je voulais venir ici pour aider mon pays. Selon eux, c'est l'administration tout entière qui est responsable de l'effondrement économique du pays. Wickremesinghe a promis de quitter le pouvoir après la mise en place d'un nouveau gouvernement. C'est un casse-tête. Comment faire sortir les 20 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine par la guerre et ainsi éviter une crise alimentaire globale? Une nouvelle réunion avait lieu en Turquie pour tenter de trouver une solution. Des progrès ont été réalisés. Les discussions doivent désormais se poursuivre la semaine prochaine. Écoutez à ce propos Antonio Guterres, le patron de l'ONU ainsi que le ministre turc de la Défense. Cela avance. Aujourd'hui, à Istanbul, nous avons assisté à une avancée importante. Une étape vers une exportation sûre des denrées alimentaires ukrainiennes par la mer Noire. Dans un monde assombri par les crises planétaires, nous apercevons enfin une lueur d'espoir. Parmi les questions convenues figurait la création d'un centre de coordination conjoint à Istanbul et des contrôles conjoints des entrées et des sorties des ports. Nous avons été ravis de constater un accord sur un certain nombre de questions techniques, notamment la garantie de la sécurité des voies de navigation des navires céréaliers. On en vient à présent aux bombardements et frappes russes sur les villes ukrainiennes qui ne sont pas encore tombées aux mains du Kremlin. On compte 5 nouveaux morts dans la ville de Mykolaïv, ville touchée par au moins 28 roquettes russes. Voilà pour ces toutes dernières informations. Dans l'actualité également, la tournée de Joe Biden au Proche-Orient, première étape en Israël chez son grand allié dans la région. L'occasion bien sûr de rappeler le soutien indéfectible de Washington à l'État hébreu et de jeter aussi un coup d'œil au dôme de fer, le système de défense antimissile israélien. Cécile Galuccio.
C'est sa 10e visite en Israël, mais c'est la première fois que Joe Biden y descend en Air Force One en tant que chef d'État. Sur le tarmac, un check au président Isaac Herzog et au Premier ministre par intérim, fraîchement investi, Yair Lapid. Vient ensuite l'hymne national américain. Vous vous êtes un jour défini comme un sioniste, et dans votre cas, un grand sioniste, et l'un des meilleurs amis qu'Israël ait jamais connu. Nous avons réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis pour la sécurité d'Israël, y compris le partenariat avec Israël sur les systèmes de défense les plus pointus au monde. Et justement, le démocrate profite d'être à Ben Gurion pour visiter le célèbre système de défense antimissile israélien, le Dôme de fer, mais aussi un tout nouveau dispositif de riposte laser contre les drones. C'est Benny Gantz, le ministre de la Défense, qui est à la manœuvre. Objectif, détailler les menaces de l'État hébreu, avec en ligne de mire l'Iran. La journée prend fin à Jérusalem. Visite incontournable du mémorial de la Shoah, Yad Vashem. Coiffé d'une kippa noire, Joe Biden y dépose une gerbe et s'entretient avec 2 survivantes du génocide. La visite en Israël va durer 2 jours. De l'autre côté du mur, le président américain y fera un crochet vendredi pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. La question palestinienne n'est pas la priorité de l'agenda de Biden. Il ne fait que des paroles en l'air sur la question palestinienne. Joe Biden le sait et ses pancartes en sont témoins. Il va devoir marcher sur des œufs en territoire palestinien, 2 mois seulement après l'assassinat de la journaliste palestino-américaine, Shirin Abu Akleh. Selon le département d'État, si elle a vraisemblablement été victime d'un tir israélien, il a été jugé non intentionnel. L'incendie a duré une bonne partie de la nuit dans la région d'Aveiro, c'est au Portugal. Les flammes ont fait une victime, des centaines de soldats du feu sont mobilisés. C'est le cas aussi en Espagne où la barre des 45 degrés a été largement franchie par endroits. C'est bien sûr bien plus que les normales de saison. Des températures similaires ont aussi été enregistrées sur la côte croate avec là aussi des incendies. Le sud-est de la France, lui aussi, est toujours en proie de fortes chaleurs. Résultat, plusieurs départs de feu, comme en Gironde, vous allez le voir, où les pompiers sont là aussi toujours à pied d'œuvre pour tenter de venir à bout des flammes. Des incendies qui ont d'ores et déjà ravagé 2800 hectares de végétation. Diane Schlinger. C'est la bataille du ciel. Un combat de chaque instant. Les Canadaires passent, repassent, au milieu de l'immense mur de fumée opaque. Des litres d'eau pour tenter de ralentir la progression fulgurante de l'incendie. Nous sommes dans l'hélicoptère chargé de coordonner tous ces moyens aériens, juste au-dessus de cette zone très touristique, très fréquentée pendant cette période de vacances. On va essayer d'aller jeter un coup d'œil pour la localisation précise du feu par rapport à la route là-bas. Il repère où le feu est le plus virulent, où le danger est le plus important. Le vent est tourbillonnant. Le travail des pompiers au sol est particulièrement difficile. Ces 3 camions n'ont plus de porte de sortie. Ils ont besoin d'un soutien aérien en urgence. On a pu guider les Canadaires qui ont effectué 8 largages au total. Et ce qui a permis, en dernière limite, de donner la possibilité à ces 3 véhicules de sortir de cette zone. Cet incendie est d'autant plus inquiétant que le panache de fumée est juste là, tout près des campings. Menaçant. Visible jusque dans le bassin d'Arcachon, au-dessus des plages, de la dune du Pilat, vidée aujourd'hui de ses touristes. Oh là là. Il va direct. Regarde. En urgence, 5 campings. 6000 vacanciers ont été évacués. C'est une journée noire. Alors il faut s'accrocher à ce qui est accrochable, c'est qu'il n'y a pas de victimes. Ce qu'il n'y a pas de victimes, c'est à ça que nous accrochons. Selon les enquêteurs, l'origine du feu serait accidentelle, un court-circuit dans un véhicule. Les prochaines heures vont être cruciales.
Nous sommes le 14 juillet, jour de fête nationale ici en France. On attend bien sûr le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées en présence du président de la République Emmanuel Macron. Les cérémonies vont débuter à 10 h du matin. Elles seront bien sûr à suivre sur notre antenne. L'un des thèmes cette année, partager la flamme, le tout bien sûr à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris. Un 14 juillet à la saveur particulière cette année bien sûr avec le retour de la guerre en Europe. On retrouvera notamment Charlotte Urien-Tomaca et Armelle Charrier sur place un peu plus tard dans la matinée. Une page d'économie à présent avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour. Bonjour Florent. Vous allez tout d'abord nous parler de ces prix qui continuent de flamber aux États-Unis et cela plombe un petit peu la popularité du président américain Joe Biden. Il est sommé d'agir pour sauver le pouvoir d'achat des ménages américains, Lynn, qui souffrent d'une inflation jamais vue depuis plus de 40 ans dans le pays, c'est ça? Oui, depuis le début des années 80, depuis 1981 précisément. Alors, ça fait plusieurs mois que l'inflation, elle s'accélère aux États-Unis, mais là, on ne s'attendait pas à ce qu'on s'approche de la barre des 10% d'une inflation à 2 chiffres. 9,1% d'inflation aux États-Unis au mois de juin 2022 sur un an, comparé à la même période un an plus tôt. Alors, en cause d'abord un problème d'offre et de demande, bien sûr, avec ces ménages américains qui ont accumulé beaucoup d'épargne pendant la période du Covid, qui dépensent, mais en même temps, l'offre, elle ne suit pas, il n'y a pas assez de production, donc il y a ce déséquilibre. Et puis aussi, est venu à s'ajouter à cela la guerre en Ukraine, avec la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. Si on regarde d'ailleurs la composition de cette inflation, de cette hausse des prix aux États-Unis, derrière cette moyenne donc, dont on parle, de 9,1%, vous le voyez, on a une hausse des prix de l'énergie de plus de 40%, 41,6%, une hausse de l'alimentation de 10,5% quasiment sur un an. Cela fait donc flamber les prix, cela pèse sur la consommation aux États-Unis, qui est le principal moteur de la croissance. Alors que peuvent faire justement les États-Unis pour freiner cette flambée des prix, notamment l'énergie? C'est impressionnant, plus de 40. Oui, peut-être agir d'abord, il aimerait bien sur les prix mondiaux de l'énergie, du pétrole. C'est d'ailleurs au cœur de la visite du président américain Joe Biden au Moyen-Orient. Il va rencontrer les dirigeants d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. Il aimerait bien les convaincre d'augmenter leur production. Problème, les pays producteurs de l'Arabie Saoudite, les Émirats, disent qu'ils ne peuvent pas augmenter leur production aussi rapidement. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que dans certains pays, il y a des problèmes de maintenance qu'il y a eu pendant la période du Covid sur les installations pétrolières et donc une incapacité à augmenter la production plus vite. Ensuite, les pays pétroliers ont souffert des prix bas du pétrole pendant de longues années. Ils ont vu leur déficit s'accumuler et aujourd'hui, ils veulent profiter de cette augmentation des prix pour refaire un peu leur trésorerie. Et puis, les hausses de production, elles se décident souvent au sein du cartel de l'OPEP, OPEP+, au sein duquel il y a la Russie. On ne veut pas forcément déplaire à la Russie en pleine tension aussi avec les Occidentaux. Donc il y a tout ça au point de vue diplomatique et puis il y a la Fed, la Banque centrale américaine, qui peut agir sur le niveau des prix. Comment? En augmentant ses taux d'intérêt. Il y a eu 3 hausses de taux, vous le voyez, depuis le début de l'année, progressive, 0,25 points de pourcentage en mars, puis un demi-point en mai, 0,75 points de pourcentage. C'était inattendu en juin, la plus forte hausse de taux depuis 1994. Sauf qu'aujourd'hui, avec cette accélération de l'inflation qu'on n'attendait pas, on commence même à parler d'une hausse de taux qui pourrait être de 1 point de pourcentage en juillet, 1 point en septembre. Donc c'est du jamais vu ça depuis le début des années 1980. Et ça risque aussi de peser sur la croissance encore plus et peut-être d'entraîner les États-Unis en récession. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui inquiète surtout, c'est l'inflation. On veut agir surtout sur l'inflation. Et dans le contexte que vous venez de nous expliquer, Lynn, on risque de voir l'écart entre le dollar et l'euro se creuser. On était à la parité il y a quelques jours. Oui, parité, on était même hier. Alors on risque de voir l'euro plonger encore plus. Pourquoi? Parce que les taux, ils augmentent beaucoup plus rapidement aux États-Unis. La Banque centrale européenne, elle ne doit faire sa première hausse de taux que jeudi prochain, 0,25 points de pourcentage. Et puis peut-être un peu plus en septembre, mais elle a pris un retard très important par rapport aux États-Unis. Les placements en dollars sont de plus en plus rémunérés. L'argent risque d'aller se placer en dollars. On risque de voir cet écart de taux augmenter encore plus fort, surtout que face au risque de récession qui existe et encore plus en Europe, la Banque centrale européenne risque d'avoir les mains liées. Il faut augmenter les taux pour freiner l'inflation, mais pas trop vite pour ne pas tomber dans une récession très forte. On verra ce que dira Christine Lagarde jeudi prochain, une réunion très attendue de la Banque centrale européenne. Et vous reviendrez sur ce plateau pour nous en parler. Merci beaucoup, Lynn, pour toutes ces explications. Ce matin, c'est la fin de ce journal. On revient dans 15 minutes pour un nouveau point sur l'information. Je vous dis à tout à l'heure.